Bonjour à toutes et à tous, on va parler dans ce podcast des aspects négatifs des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Pour celles et ceux qui arrivent en cours de route, vous pouvez écouter le podcast précédent dans lequel on a abordé les bénéfices des réseaux sociaux et ce pourquoi on a quand même des intérêts sur le plan psychologique à y être présent. Donc pour enchaîner sur les aspects nocifs des réseaux sociaux, il faut savoir que de plus en plus de scientifiques aujourd'hui se penchent sur le sujet et il existe dans les études récentes des corrélations entre l'utilisation des réseaux sociaux et les problèmes de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété chronique. Vous connaissez tous aujourd'hui la notion de relation toxique. Eh bien, les effets des réseaux sociaux sont les mêmes que les effets d'une relation toxique, dans le sens où ils vous soufflent le chaud et le froid. Par exemple, à un moment donné, une publication d'un proche ou de quelqu'un de célèbre que vous suivez va vous motiver, vous inspirer, vous faire du bien et va embellir votre journée. Et à un autre moment, il va y avoir une publication qui, à l'inverse, va vous déprimer, vous stresser, vous faire perdre confiance en vous parce que vous vous comparez en pensant que la personne est mieux que vous et donc ça va ternir votre journée et petit à petit ternir aussi votre perception de vous-même. Alors pour aborder le sujet, on va commencer par parler des fameux likes. Quand vous partagez quelque chose sur un réseau social comme Instagram ou Facebook, en général, les gens peuvent montrer qu'ils aiment votre publication en cliquant sur un like et le nombre de likes peut donc augmenter et se voir. Encore ici, ça vous souffle le chaud et le froid parce que si vous avez un like, vous êtes heureux alors que c'est une illusion car ce n'est pas un acte d'amour en réalité, mais uniquement un acte virtuel associé à un partage. Mais en plus de ça, vous risquez de ressentir très rapidement de la déception si vous n'avez pas d'autres likes. Et encore ici, ça peut donner l'illusion que vous n'êtes pas aimé, ou en tout cas pas suffisamment aimé. Alors que, évidemment, ce n'est pas le cas et ce n'est même pas le sujet. Avoir des likes, ça peut se transformer en véritable besoin chez certains, surtout chez les plus jeunes, qui perçoivent ces likes comme une marque affective qui vont assouvir leur besoin d'exister, et ça devient ensuite souvent une véritable addiction. Sauf que quand on se rend compte à certains moments que ce n'est pas de l'amour que les gens donnent, mais juste l'intérêt qu'ils montrent pendant quelques secondes sur un partage, eh bien ça peut renvoyer à un sentiment de solitude extrêmement intense. Et ensuite, quand on a moins de vues, de likes ou de commentaires, il y a un sentiment terrible aussi qui peut s'installer, qui est le sentiment de ne plus exister et de ne pas être aimé. Ensuite, le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ça devient de la surconsommation, c'est-à-dire que vous consommez l'écran plus que ce dont vous avez besoin. Et cette surconsommation va rapidement entraîner des troubles de la concentration, des troubles aussi de l'attention, et vous allez perdre votre capacité d'écoute, parce que tout simplement vous vous habituez à avoir toutes les informations que vous voulez tout de suite, et de plus en plus rapidement. Le fait de scroller les vidéos sur TikTok et Instagram, ça rend impatient, c'est-à-dire que les personnes addictes vont même aller jusqu'à accélérer les vidéos qu'ils regardent ou même ils vont accélérer les messages vocaux de leurs proches pour que ça aille plus vite parce qu'ils ne supportent plus la vitesse normale. Et quand on n'arrive plus à écouter et se concentrer normalement sur un sujet qui pourtant nous intéresse, ça s'appelle des troubles de l'attention et de la concentration. Et ces troubles ont un impact conséquent sur le quotidien, à l'école et au travail. Et d'ailleurs, plus que ça encore, si vous utilisez les réseaux sociaux dans l'excès, vous êtes candidat à la dépression, à l'anxiété chronique, à l'isolement social, aux troubles alimentaires, à la fatigue chronique et aussi aux troubles du sommeil. Et ça, on le voit surtout chez les plus jeunes, alors qu'ils sont encore en plein développement et qu'ils ont besoin d'affection, de l'affection véritable. Ils ont besoin d'être rassurés sur leur existence hors du virtuel et ils ont besoin de vivre hors du virtuel. Pour autant, malgré ce mal-être qui s'installe sournoisement au fur et à mesure de votre présence sur les réseaux sociaux, l'algorithme va vous proposer des nouvelles publications qui vont vous pousser à rester. L'algorithme, c'est un code mathématique utilisé par les réseaux sociaux pour analyser vos centres d'intérêt à partir de ce que vous regardez, pour ensuite vous proposer du contenu susceptible de vous plaire encore plus, pour vous séduire et vous garder évidemment le plus longtemps possible sur la plateforme.
Par exemple, si vous lisez une publication d'un parti politique que vous appréciez, l'algorithme va vous proposer d'autres publications de ce parti politique et vous ne verrez quasiment plus de publications des autres partis. Pareil, si vous regardez des photos de femmes très minces ou d'hommes très musclés pour vous motiver ou vous comparer, l'algorithme va finir par vous proposer uniquement ce type de photos et va vous pousser à penser que ces critères de beauté sont une norme, alors que non, c'est juste l'algorithme qui a ciblé votre intérêt pour ce type de photos. Donc ces nouvelles publications qui vous sont proposées vont renforcer vos croyances et vos idées préexistantes en vous éloignant des autres sujets, des autres opinions, des autres critères de beauté, etc. Et cet algorithme peut aussi renforcer le climat anxiogène si vous regardez des sujets qui vous angoissent. Par exemple, si vous regardez un article sur le réchauffement climatique, l'algorithme va vous proposer d'autres posts alarmants sur le réchauffement climatique et à un moment, vous allez avoir que des sujets alarmants de proposer sans pour autant vous proposer des posts sur, par exemple, les évolutions positives de l'écologie. Et donc, ça fait que vos angoisses vont s'accentuer sans pour autant être rééquilibrées par du positif. Et dans le cas du réchauffement climatique, c'est ce qui mène à l'éco-anxiété, qui est un sentiment très angoissant et d'ailleurs ça devient un motif de consultation aujourd'hui. Mais malheureusement, le problème ne s'arrête pas là parce qu'on a aussi dans notre inconscient notre propre algorithme. C'est-à-dire que quand vous lisez une publication, votre perception des choses est influencée par vos propres centres d'intérêt et donc votre inconscient, il sélectionne des informations et il en filtre d'autres sans que vous en ayez conscience. Donc vous passez forcément toujours à côté de beaucoup d'informations et ça s'appelle le biais d'attention. Ensuite, on a un second biais cognitif qui est le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a aussi tendance, toujours inconsciemment, à vouloir valider nos propres croyances auprès de publications qui vont plus ou moins les confirmer. Et à l'inverse, notre cerveau rejette volontiers les informations qui vont aller à l'encontre de nos croyances. Donc ça fait qu'au lieu de s'ouvrir à différentes manières de penser et s'enrichir de nouvelles informations, on va plutôt chercher à lire des informations qui valident des choses que l'on pense déjà. Pour vous donner un exemple, si par exemple je crois que les fantômes existent, mon inconscient va plutôt retenir les informations qui vont dans le sens de mes croyances. Et du coup, je ne vais pas forcément voir les publications qui disent que les fantômes sont peut-être un mythe. Et donc tout ça combiné fait qu'on a l'impression d'avoir vite fait le tour de ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux et ça donne aussi l'impression d'accumuler des connaissances alors qu'en réalité, on lit souvent des posts sur les mêmes sujets parce qu'en réalité, nos choix de lecture et de visionnage de vidéos ne sont pas réellement des choix. Ils ont été influencés par l'algorithme numérique et par nos propres biais cognitifs inconscients. Et pour finir sur les biais et l'algorithme, ça fait que d'un point de vue collectif, les réseaux sociaux peuvent aussi diviser les gens parce que ça les enferme en quelque sorte dans leurs croyances, parce qu'à cause de ces biais cognitifs et l'algorithme numérique, chacun lit des choses qui vont uniquement dans le sens de ses croyances. Donc forcément, ça devient compliqué au bout d'un moment de tout simplement communiquer avec les autres communautés, que ce soit en politique, en sport, en religion, etc. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'extrêmement destructeur sur les réseaux sociaux qui est le harcèlement moral virtuel. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a déjà beaucoup d'adolescents qui se sont suicidés après avoir été harcelés sur les réseaux sociaux dans la continuité du harcèlement scolaire. Donc aujourd'hui, les élèves harceleurs continuent à harceler leurs victimes virtuellement, en plus du harcèlement face à face. Et on ne peut pas l'imaginer ce que c'est sans l'avoir vécu, parce que non seulement la victime est embêtée en cours, voire agressée pendant les pauses et à la sortie de l'école, mais en plus, elle reçoit des notifications sur son téléphone et sur son ordinateur, ce qui peuvent être des messages haineux, des insultes, des menaces. Et pour un adolescent en plein développement, c'est la pire chose qui puisse se passer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut constater de plus en plus aujourd'hui. L'humain, en général, a tendance à être plus agressif
virtuellement, alors qu'en face à face, la plupart ne se comporteraient pas du tout comme ça. Pour vous donner un exemple un peu plus personnel, moi j'exerce beaucoup mon métier en visio, donc en virtuel, et j'ai souvent reçu des messages de demande d'information sans même un bonjour, ni même une signature, donc je ne sais même pas toujours qui me parle. Et j'essaie d'expliquer de plus en plus aux gens que le virtuel n'empêche absolument pas d'être humain et chaleureux, même si on est tenté de moins respecter, d'être moins bienveillant derrière un écran. On reste des humains, il y a toujours un humain de l'autre côté qui a exactement les mêmes émotions, le même ressenti que si on était en face à face. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où la gestion des relations virtuelles et la sensibilisation à la santé mentale sur les réseaux sociaux devraient être enseignées maintenant dans les écoles. Alors ça rejoint d'ailleurs un point que je voulais aborder aussi dans ce podcast, c'est l'utilisation des enfants sur les réseaux sociaux, qui a un énorme impact sur eux, quoi qu'on leur dise, quoi qu'on en dise. Les enfants ne sont pas conscients des conséquences de leur présence sur le web, ils n'ont pas choisi d'être là, et si on leur demande leur avis, ils vont évidemment répéter ce que leur disent leurs parents. Ils peuvent même être réellement contents, alors qu'en réalité, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas le recul ni la maturité nécessaire pour être responsables de leur présence sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas conscience de ce que ça implique réellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des lois qui visent à protéger la santé mentale des mineurs sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un réel impact de leur présence sur les réseaux sociaux sur leur santé mentale. Enfin, je voudrais terminer ce podcast sur le risque de l'autodiagnostic. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses publications qui apparaissent sur le thème de la santé mentale, justement. Vous pouvez tomber par exemple sur un post avec écrit en grand dessus 5 signes que tu vis une relation toxique, ou alors tu es en dépression si 3 petits points avec une énumération de symptômes ensuite. Et souvent ça n'est pas signé, on ne sait pas qui a écrit ça, on ne sait pas d'où ça sort, et pour autant ça va atteindre des centaines voire des milliers de gens qui vont y croire et s'approprier ce diagnostic. Il peut y avoir du positif, dans le sens où on peut comme ça effectivement découvrir qu'on souffre d'une maladie particulière et surtout comprendre qu'on n'est pas tout seul, donc ça c'est une bonne chose. Mais par contre, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en me disant par exemple qu'ils sont bipolaires en se basant sur ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Alors que l'ensemble des symptômes qu'ils me décrivent peuvent tout à fait décrire autre chose, et surtout ça peut être très dangereux parce que si vous allez voir un psychiatre et que vous lui dites que vous êtes bipolaire, si vous tombez sur un psychiatre qui ne prend pas le temps de chercher autre chose, le risque c'est qu'il vous donne un traitement pour les troubles bipolaires. Et c'est pas rien comme traitement, parce que ce sont des substances chimiques qui vont agir dans votre corps, mais aussi dans votre cerveau, qui vont induire des effets secondaires, et au final, ça peut empirer votre situation alors que vous n'étiez peut-être pas bipolaire en réalité. Donc les réseaux sociaux nous donnent l'impression d'obtenir des réponses simples et claires à des questions très complexes. Étant donné que la démarche pour établir un diagnostic est souvent très longue et compliquée, les gens vont essayer au travers des réseaux sociaux d'obtenir la facilité en faisant un raccourci et en lisant un post avec 5 mots dessus. Et donc là encore ici, on est dans l'illusion du virtuel et ça peut être très dangereux. Voilà, en conclusion de ce podcast, il faut surtout retenir que les réseaux sociaux à l'excès ont un impact considérable sur le psychisme parce qu'ils intensifient le sentiment d'isolement, de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi. Et ils peuvent aussi mener à la dépression. Ils peuvent empirer la situation dans le cas de l'autodiagnostic. Et à force de les surconsommer, les réseaux sociaux produisent aussi des troubles de la concentration et des troubles d'attention. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je rapprochais les réseaux sociaux de la notion de relation toxique, parce qu'on a beau avoir conscience que les réseaux sociaux nous font du mal, on retourne souvent malgré tout vers eux. Et c'est souvent ce qu'on peut malheureusement observer chez les victimes de relations toxiques, qui reviennent souvent vers leur bourreau. Mais quand même, malgré tout, les réseaux sociaux sont aussi bénéfiques à partir du moment où vous maîtrisez davantage votre présence sur ces plateformes. Et ça, on en reparlera dans un prochain podcast sur la manière saine d'aborder les réseaux sociaux. En attendant, j'encourage ceux parmi vous qui sont présents sur les réseaux sociaux à programmer quelques jours sans écran et sans notification et
à observer ce que ça fait sur eux. Vous verrez qu'il y a forcément des choses dans votre quotidien qui vont être modifiées. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt dans un prochain podcast.